partis politiques membres de la plateforme engagés dans le processus de réforme consensuelle du code électoral. Mesdames et messieurs, excellences, chers ambassadeurs que nous avions invités, personnalités à tous vos grades, mesdames et messieurs de la presse, nous allons commencer par nous excuser au nom de la plateforme qui me donne le mandat d'exprimer notre regret d'avoir, dans ce cadre qui n'est pas du tout indiqué, de communiquer par rapport à un travail et un rendez-vous que nous nous sommes donné depuis le 31 mars 2021. Nous avons été surpris ce matin de recevoir un document provenant du sous-préfet qui disait que nous étions en train de marcher sur les plates-bandes de l'ingérence dans les matières législatives. Et nous sommes bien évidemment autant surpris que vous parce que nous étions engagés et nous allons le faire parce que nous ne comptons pas être détournés de l'intérêt de présenter un code électoral amendé consensuel. Pour la première fois au Cameroun, et c'est historique, une plateforme de 7 partis politiques de l'opposition, nous sommes tous là, en plus des organisations de la société civile, des personnalités et des citoyens respectables. Nous avons dans le secrétariat technique aussi des personnalités qui ont travaillé pendant tout ce temps pour que de façon consensuelle, ce qui manque au Cameroun, nous présentons le document que nous allons vous faire tenir tout à l'heure par rapport à la paix et par rapport au développement du Cameroun. Nous pensons que avec la constitution du Cameroun, le code électoral doit être modifié et pour le moment, nous sommes entendus pour vous confier ce document. Ce n'est qu'un bout de l'iceberg, si vous voulez me permettre l'expression. Ce n'est qu'une proposition. Et nous ne pouvons pas continuer dans notre pays à être traités comme tels, voyez-vous, des hommes et des femmes responsables, des élus du peuple, à nos grades respectifs de leaders des partis politiques que nous sommes, que nous soyons contraints à vous recevoir de cette façon dehors, ayant depuis le 4 novembre déposé une déclaration en bonne et due forme dans laquelle nous avions exprimé notre volonté de présenter ce travail qui depuis le début avait été annoncé comme tel, comme étant un travail consensuel et nous avions dit que nous allions présenter au gouvernement ce travail et ce que nous avons fait parce que ce matin, une copie a été déposée à la présidence de la République avec une décharge. Et voyez-vous, mesdames et messieurs les journalistes, où nous en sommes réduits dans notre pays. Au moment où, dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous voyez ce qui se passe de façon désastreuse. Au moment où nous avons tous subi ce qui s'est passé au niveau du nord-ouest, au moment où, après la participation à toutes les élections, qu'elles soient municipales, législatives, sénatoriales, présidentielles et tout dernièrement aux élections régionales, au moment où nous comptons au Cameroun que avec l'amélioration du système électoral, que le recours, même par voie référendaire, soit effectif, vous voyez où nous en sommes réduits. C'est
ce n'est pas normal de continuer dans cette logique. Et je pense que l'opinion publique nationale et internationale va nous prendre à témoin aujourd'hui pour comprendre que le Cameroun est descendu au plus bas de son échelle. Quant à nous, nous allons continuer parce que c'était un exercice de présentation. Vous allez avoir le document. Nous allons maintenant nous organiser pour que on puisse informer, communiquer et sensibiliser l'opinion en attendant, parce que dans le fond, nous avons demandé au président de la République du Cameroun, lui en même temps qui est le président du Rassemblement démocratique du Cameroun, parce que nous avons voulu que le document soit consensuel. Et nous lui avons demandé de faire en sorte que le parti politique qui est majoritaire au Cameroun et qu'il conduit, qu'il puisse leur demander de pouvoir nous répondre par rapport à notre proposition. Voyez-vous, l'opposition au Cameroun, c'est une opposition responsable. Nous sommes une opposition constructive. Et malheureusement, le spectacle que les ennemis de la République croient pouvoir obtenir de cette opposition qui est unie, qui au moins pendant une vingtaine de rencontres se sont organisées. Nous avons sorti 7 communiqués, je crois, et à chaque fois c'était pour vous dire le niveau de l'avancement de nos travaux. Nous avons travaillé en toute cordialité, nous sommes d'accord et nous avons pu surmonter nos égos. Et c'est pour ça que je disais que c'est extraordinaire. C'est une image d'une opposition, une famille du Cameroun, des patriotes camerounais. Et on s'excuse pour les invités, les respectables invités que nous avons confiés ce matin. On s'excuse pour cette façon que notre pays a de nous traiter, mais on se dit, on est debout, nous sommes des patriotes, nous sommes des hommes et des femmes qui croyons en notre pays et nous n'allons pas laisser notre pays se noyer parce qu'aux mains des personnes qui ne mesurent pas la responsabilité et la chance qu'elles ont. Je pense, messieurs et mesdames, les membres de la plateforme que au moment où nous allons nous guider, nous allons vous remettre le document et nous vous donnons rendez-vous parce qu'il faut nous organiser par rapport à la suite qui concerne sensibilisation, communication et aussi l'autre partie importante sera de vous dire comment est-ce que depuis le 4 novembre, comment est-ce que nous aurons été traités par l'administration. C'est important que vous sachiez comment ce qu'est devenu notre administration. C'est dommage, mais vous allez être au courant. Madame la Présidente, puisque nous avons la chance. Merci. Je ne sais pas si là vous me suivez maintenant. Désolé pour le volume. Je disais que nous sommes aujourd'hui mercredi le 24 novembre. Il est exactement ici en Allemagne 22h39. Donc il ne s'agit pas d'une rediffusion. Pour répondre à mon ami Nestor Nana. Donc il n'est pas question d'une rediffusion. Je fais cette vidéo parce que je veux revenir avec vous sur un fait marquant. Un fait marquant, c'est le fait d'actualité d'aujourd'hui qui est en quelque sorte le refoulement
des membres de l'opposition, des présidents et présidentes des partis d'opposition qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire une proposition axée autour de la modification du code électoral camerounais. Alors, je disais que je ne peux pas commencer cette discussion avec vous sans toutefois déjà revenir sur ce que c'est que le code électoral, mais aussi et surtout ce que c'est que Elecam. Parce que si on ne parle pas d'Elecam, vous ne comprendrez pas de quoi il est question. Donc, je vais vous lire une petite partie d'un article qui est en ligne qui dit en quelque sorte que dans Elecam, il y a 17 membres. Les membres du conseil électoral ont la charge de conduire le processus au Cameroun. Il est recommandé, ils ont récemment été reconduits à leur poste par le chef de l'État, à l'exception du président du dit conseil, le nommé Samuel Fonkam Azou, qui a cédé son siège à Eno Abraham Egbe. Je précise ici que autant l'ancien président exécutif d'Elecam que le suppléant, celui qui le remplace, ça veut dire Samuel Fonkam Azou et Eno Abraham Egbe sont du RDPC. J'insiste là-dessus. C'est pour que vous sachiez déjà les points sur lesquels la proposition de modification du code électoral proposée par le professeur Kamto, par les leaders de l'opposition, vont s'appuyer, sont les points sur lesquels ils s'appuient déjà. Alors, il faut savoir que le 25 avril 2017, Paul Biya a décidé de nommer Eno Abraham Egbe président du conseil électoral en remplacement de Samuel Fonkam Azou dont je vous parlais. Le président a aussi reconduit les 16 autres membres dont le quotidien Le Jour, dans son édition du 27 avril 2017, dresse donc le portrait. Et dans ce portrait-là, vous verrez exactement que la quasi-majorité sont bien des membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du RDPC. Je vous dis tout ceci pourquoi? Parce que je vais d'ailleurs vous mettre ici à l'image une autre image, cette fois-ci une capture d'écran, pour que vous puissiez vous-même apprécier la qualité de ce que nous vivons au Cameroun. Je vais donc là m'inspirer du code électoral que vous connaissez actuellement. Le code électoral qui est utilisé au Cameroun en ce moment, celui que l'opposition va absolument modifier. J'ai marqué pour vous la partie qui va nous intéresser. C'est cette partie-là, l'article 17. Il y a bien entendu d'autres articles qui portent à équivoque, mais j'ai voulu que nous commencions sur cet article-là. Vous voyez, ça dit clairement que les fonctions de président, de vice-président et de membres du conseil électoral sont incompatibles avec les fonctions ou la qualité de. Premier point, membre du gouvernement et assimilé. J'espère que vous savez ce que ça veut dire. Deuxième point, membre du conseil constitutionnel. Vous avez déjà le dessin dans votre tête en 2018, en octobre 2018, quand on a eu les avocats qui étaient là pour défendre en quelque sorte le régime en place et qui étaient en quelque sorte encore des personnes qui avaient des faveurs ou bien des responsabilités au sein de cette structure que nous appelons Elecam. Je continue. Magistrat en activité, secrétaire général de ministère et assimilé, directeur général d'un établissement public ou d'une entreprise de secteur public et parapublic. Donc, je vous mets ceci pour que vous qui voulez faire des recherches, que vous ayez des éléments pour effectivement savoir où commencer vos recherches. Donc, dans ce que je viens de vous faire voir, vous voyez que Elecam tel qu'il est conçu aujourd'hui ne peut pas aider le Cameroun, ne peut aider le Cameroun en rien. Parce que ceux-là qui sont les membres de l'Elecam en réalité sont les membres actuellement en grande majorité d'abord du RDPC. Ça veut dire que le critère de l'impartialité n'existe plus. Je vais ici avec vous aller dans le préambule. Je ne sais pas si vous pouvez m'accorder quelque temps que je connecte mon téléphone à mon ordinateur. Comme ça que vous voyez avec moi le préambule, la partie introductive du code électoral camerounais. De sorte que vous voyez exactement à comment est-ce que on dupe les Camerounais, on ment les Camerounais depuis des années. Et vous comprendrez donc la nécessité pour l'opposition de vouloir modifier ce code électoral-là. Alors, une seconde que je connecte mon téléphone.
iPhone, il est où? Il est où? Voilà, là, je l'ai vu. Alors, je l'ai connecté. Il est là. Alors, vous voyez ici, les membres de l'ECAM ne peuvent, ça on a l'article 6, je l'agrandis pour que vous voyez mieux. Voilà. L'article 6 nous dit, les membres de l'ECAM ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs fonctions. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que quoi? Le gouvernement actuel du Cameroun a décidé de mettre au sein de l'appareil et l'ECAM des personnes qui ne vont travailler que pour s'assurer que le RDPC, et par réciprocité, Paul Biya gagne toujours les élections. Et parce que ceux-là vont faire le sale boulot, il faut donc protéger ces individus et leurs familles. Donc ils jouissent en quelque sorte d'une immunité. Il est bien écrit là. Vous pouvez lire, c'est là. Il est bien écrit, ces personnes ne peuvent être poursuivies, recherchées, arrêtées, détenues ou jugées. Ça veut donc dire que toutes les opinions qu'ils émettent en faveur du RDPC, en faveur de Paul Biya, sont dans des opinions qui ne souffrent d'aucune contradiction et même la justice du Cameroun ne peut pas courir après elles. Je vais donc vous donner un autre truc pour que vous voyez. C'est un article qui a été publié par un média camerounais. Cet article, en réalité, met en avant les propos tenus par le président sortant de l'ECAM, qui dit, je vais d'ailleurs vous le partager ici. Voilà, voilà ça. Vous voyez, il est bien marqué, au lendemain de la nomination d'Abdoulaye Babaye, directeur général des élections Cameroun, blablabla, par le président de la République, le président du conseil électoral pense que Paul Biya met ainsi fin à la guerre qui existait entre les deux organes. Bon, bref. Ce qui nous intéresse est plus bas. Le point de vue de monsieur le docteur Fokamazou, le chef de l'État, en l'exercice, je ne sais pas si vous voyez, tout bas là, en l'exercice de ses prérogatives, a mis fin à ce qui a été pendu, à ce qui a été pendant un certain temps une crise qui ne disait pas son nom dans notre institution. Depuis Accra au Ghana, où il assiste actuellement à la mise en place de l'association de l'administration électorale africaine, le président du conseil électoral et président de l'ECAM est revenu sur la crise qui a secoué les deux organes de l'ECAM que sont le conseil électoral et la direction générale des élections. Ça veut dire que Paul Biya, si ce fut lui, a décidé d'aller dans l'ECAM, de prendre deux organes qui étaient dans l'ECAM, qui étaient censés être indépendants l'un vis-à-vis de l'autre, et de les fusionner et de mettre à la tête de ça une personne qui est encore du RDPC. Vous comprenez donc que l'ECAM tel que conçu est un appareil central dans ce qu'on appelle le système dictatorial du Cameroun. Et je veux ici insister sur quelque chose. Ceux qui disent qu'il faut la guerre au Cameroun, ceux qui veulent acheter des armes pour militariser la société civile au Cameroun, ne se rendent pas compte de quelque chose. C'est effectivement que la démarche légaliste qui consiste en quelque sorte à remettre en doute tous les appareils qui permettent au système dictatorial du Cameroun d'être fort sont en réalité le meilleur moyen de pouvoir détruire en quelque sorte le système dictatorial qui est mis sur pied au Cameroun. Alors, pour ceux qui veulent bien comprendre cela, je vais mettre ici le lien d'un ouvrage que je suis en train de lire, très intéressant cet ouvrage. C'est d'ailleurs un ouvrage du professeur Maurice Kamto, un ouvrage qui a été primé mondialement pour la quintessence même du savoir qui est donné à l'intérieur. Permettez-moi, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est cet ouvrage-là. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes entre... Bon, là, la suite, vous pouvez lire, parce que la suite logique, c'est... Permettez-moi de la retrouver, la suite logique de ça. C'est un texte très intéressant. Je peux d'ailleurs ici vous donner voilà, quelque sorte, je peux vous donner à comprendre un peu quelques parties de ce texte-là, qui est ô combien intéressant. Écrit par le professeur Kamto, ce texte vraiment, c'est la crème de la crème. Je ne veux pas ici faire la publicité de l'ouvrage, mais je veux que ceux parmi vous qui aiment à lire, que vous puissiez aller là-bas et trouver des éléments vraiment intéressants. Donc,
Le titre de ça, c'est droit des peuples à disposer d'eux-mêmes entre fétichisme idéologique et glissement juridique. Alors, à l'introduction, le professeur Moïse Kamto dit que nul n'est censé ignorer l'importance fondamentale du droit des peuples dans l'ordre juridique contemporain. Il a été l'instrument juridique qui a permis de briser les chaînes de la plupart des groupements humains pris au fait de la colonisation et d'autres formes de domination. Qu'il suffise de rappeler ici le passage du paragraphe de la résolution fondamentale de 1914, de 1960 aussi, portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés, qui proclame que tous les peuples ont droit à leur autonomie, à leur autodétermination, ce qui est en quelque sorte le principe qui est érigé jusqu'à nos jours à un rang de, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein, un rang impératif, un rang fondamental, quelque chose d'incontournable en quelque sorte. C'est pour ça que cet ouvrage, je vous le recommande vraiment. C'est un article qui fait pratiquement 27 pages. Ce n'est pas grand, ce n'est pas long. Donc, pour ceux qui aiment à lire, vraiment, allez jeter un coup d'œil. Revenons à nos chameaux. Alors, je parlais tout à l'heure du code électoral. Et je disais que la lecture que nous avons eue aujourd'hui dans cette vidéo que je viens de vous faire regarder, où vous voyez Madame Joya parler en quelque sorte étant déçue de ce que elle, en tant que cadre d'un parti politique, soit obligée de recevoir les personnes, les journalistes et les militants de son parti à l'extérieur d'une salle réservée. Et donc, la manifestation avait déjà été signalée il y a de cela plus d'un mois. Le gouvernement a donc pris note. J'ai l'impression que le son n'est pas bon. Pardon, dites-moi, est-ce que vous me recevez bien là? Est-ce que le son est bon? Dites-le moi, pardon. Est-ce que vous me recevez mieux? J'ai l'impression que le son n'est pas très bon. Confirmez-moi si le son est bon. Confirmez-moi si le son est bon. Là, je n'ai pas un bon retour chez moi. Là. Vous m'entendez mieux? Est-ce que voilà, on me dit 5 sur 5 là. Ok. Donc, il faut voir que dans cet événement, voilà, le son est parfait maintenant. Je ne vois toujours pas les partages, les amis. Je ne vois toujours pas les partages là. Donc, dans ce qui s'est passé aujourd'hui, vous remarquerez déjà quelque chose de flagrant. C'est l'absence de notre ami Kérosène. Notre ami Kérosène n'est pas là. Il ne faut pas que demain, on vienne dire ici que Stevie Sam a organisé une cabale. Différents partis politiques, membres de la plateforme engagés dans le processus de réforme consensuelle du code électoral. Mesdames et messieurs, Excellences, chers... Vous constatez comme moi que notre ami Kérosène n'apparaît pas dans cette vidéo. Ça veut dire qu'il a joué son rôle. Alors, pourquoi? Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce que nous pouvons donc penser, en quelque sorte, de cette annulation? Qu'est-ce qu'on peut penser de cette annulation de la proposition, de la modification consensuelle du code électoral? Eh bien, on va se pencher sur 3 points. Bien évidemment, j'ai évoqué quelques éléments au début, quand je vous faisais référence au code actuel, au code électoral actuel, qui, lui, donne tous les avantages au RDPC et protège en quelque sorte encore ceux-là qui travaillent pour le RDPC dans l'ELECAM. Donc, une fois que je dis ça, le premier point sur lequel on va s'appuyer, c'est le point d'une élection anticipée au Cameroun. Et j'insiste là-dessus, c'est un point très important. Il faut savoir que le gouvernement camerounais est très jaloux de son pouvoir. Pour ceux qui aimeraient mieux comprendre ça, il faut savoir que dans la politique, l'un des éléments fondamentaux depuis le début de cette ère dans laquelle nous sommes, disons même depuis l'époque de Machiavel, c'était toujours pour tout dirigeant de mettre tout ce qu'il peut mettre sur pied pour conserver son pouvoir. Et
vous verrez que dans cette logique-là, l'essentiel pour tout homme politique, qu'il soit blanc, bleu, vert, kaki, marron, l'objectif fondamental, c'est de répondre à la question centrale de savoir comment conserver son pouvoir. Mais puisque beaucoup ne veulent pas comprendre, puisque les Camerounais sont un peu en quelque sorte assis sur une idée, l'idée selon laquelle le Cameroun est toujours dirigé par un leader dont eux seuls ont l'image. La photocratie que le Cameroun est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un pays dirigé par une photo, par une image, n'est en quelque sorte que la représentation de ce que les anciens, les experts en politologie de l'époque appelaient un régime, c'était quoi, de Polizeistaat, un régime sous l'emprise policière. Ça veut dire que la seule image que vous ayez, qui puisse gérer les feedbacks, c'est l'image d'un monsieur que vous ne connaissez même pas. Et vous n'avez donc plus aucun moyen de revenir vers eux parce qu'à chaque fois, vous aurez en face de vous la police, l'armée ou bien les forces de l'ordre qui existent au Cameroun, les forces des services de renseignement ou les forces de services secrets. Avant que nous ne continuions, il faut que nous installions certaines bases. Il faut savoir que la particularité de plusieurs pays africains et de la grande majorité, c'est que ces pays ne sont pas dirigés. Ces pays ne sont pas dirigés. Et pire encore, les populations de ces pays ne sont pas des populations civiles ou citoyennes. Je veux dire par là quoi? Ce sont des populations qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe sur le plan politique dans leur propre pays. Ça ne les intéresse pas. Mais pourquoi? C'est parce que tout politicien que nous avons en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, ces éléments, ces politiciens-là, ont appris de l'école coloniale qu'il faut savoir ce qu'est un peuple pour mieux le manipuler. Et c'est ce qu'ils font. C'est pour ça qu'au Cameroun, vous verrez que la plupart des choses qui mettent les Camerounais en ébullition, c'est les affaires de sexe. Il suffit qu'un artiste fasse fuiter, en quelque sorte, ou bien que sur les réseaux sociaux, on se rende compte de ce que il y a une image, un sans-caleçon de quelqu'un quelque part. Vous verrez le peuple camerounais dans son entièreté se ruer comme un seul homme vers cette image-là, ou à la recherche de la dite image. Ça veut dire que ce qui intéresse le peuple camerounais, c'est l'émotion. Et la caractéristique d'un peuple qui n'est pas capable de pousser la pensée, c'est-à-dire de se poser des questions qui vont au-delà de ce qu'il voit, d'aller au-delà des apparences. C'est quoi? Effectivement, c'est l'émotion, c'est le visuel, c'est ce qu'on peut toucher. Ce dont un peuple, comme disent certains chrétiens, c'est un peuple de Thomas. Ils ne peuvent donc croire qu'en ce qu'ils voient. Ils ne peuvent donc croire qu'en ce qu'ils entendent. Mais la question ici est de savoir, est-ce que ce que vous voyez est réellement ce qui est? Est-ce que ce que vous entendez est réellement ce qui est? La question, chacun de vous peut la répondre. Donc, il faut savoir que il y a une démarche au Cameroun qui est une démarche scientifique de manipulation et de détournement de l'attention de l'opinion publique. Alors, la résistance pacifique mise sur pied par le professeur Moïse Kamto depuis 2018, eh bien, a cela d'avantageux qu'il amène le peuple à s'interroger sur sa propre existence. Il amène le peuple à protester. Et il faut savoir qu'au-delà même de l'invitation à la protestation, de cette démarche résistante et pacifique, il y a un autre point qui est plus important. C'est que dans la démarche pacifique, si ceux-là qui sont ici en Europe, dans les bureaux, dans les salons feutrés, ne veulent pas parler, ceux qui sont au Cameroun, dans les salons feutrés et qui bénéficient même des avantages du système, ne veulent pas parler, eh bien, ceux-là qui sont du RDPC, ceux-là qui sont de l'appareil gouvernemental au Cameroun, eux vont se sentir obligés de défendre leurs intérêts. Donc, c'est magnifique en fait ce qui se passe. C'est pour ça que dans ce système-là, il y a en quelque sorte une volonté d'expression. Il y a une volonté de reconnaissance. Chaque canton maintenant a besoin de la reconnaissance du peuple. Et on est donc depuis 2018 dans la suite de la campagne électorale. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'élection au Cameroun, on a l'impression au Cameroun que l'élection de 2018 n'est pas achevée en 2018. Nous sommes en 2021, bientôt 2022, mais les acteurs politiques
de 2018 sont encore en pleine campagne électorale. La campagne électorale n'a donc jamais cessé. Ça veut dire que chaque leader de parti politique au Cameroun est obligé soit de reconforter sa position au sein de la classe sociétale, c'est-à-dire au sein de la société, au sein des membres de la société civile, au sein des membres de ce qu'on appelle la communauté internationale. Chacun du RDPC est obligé de défendre ses intérêts. Parce que s'il s'était, il va être évincé. Donc, il y a cela qu'il faut comprendre. Voilà une victoire fondamentale de la résistance pacifique mise sur pied par le professeur Maurice Kamto. Voilà une victoire. Deuxième victoire, le questionnement. Il faut savoir que dans l'aliénation, quand vous êtes aliéné, déjà c'est quoi l'aliénation? L'aliénation, c'est un bon vieux mot. C'est un mot qui est né dans le jargon politique américain, anglo-saxon si vous voulez. Et ça vient de alien. Donc quand on parle d'aliéné, il faut savoir que ça vient de alien. Et un alien, c'est quoi? Un alien, ce n'est pas seulement un extraterrestre. Parce qu'un extraterrestre, c'est un individu ou une présence qui est tout sauf humaine. C'est donc un étranger. C'est donc quelque chose qui est extérieur à notre quotidien. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors on traite quelqu'un d'aliéné quand on pense que cette personne-là est sous l'égide, cette personne est commandée, est manipulée par une conscience qui est extérieure à sa propre conscience. Alors quand on parle d'un peuple aliéné, c'est donc l'expression d'un peuple en réalité, c'est donc l'expression qui définit un peuple qui est contrôlé, qui n'agit pas selon son bon vouloir, mais qui agit pour l'intérêt d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes. J'ai fait des vidéos ici où je vous parlais de la différence entre certains systèmes politiques. Je vous ai parlé de l'aristocratie. Je vous ai parlé de l'aristocratie, de l'oligarchie, de la dictature et de la démocratie. Je vous disais à l'époque que la démocratie en réalité c'était une insulte. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? La démocratie était une insulte. Quand on parlait de démocrates à l'époque, au début de lorsqu'on a commencé à plébisciter le mot démocratie, on disait des gens qui sont démocrates que ce sont des jeunes personnes naïves. Ça veut dire des utopistes, ceux qui pensaient qu'en réalité, on peut avoir un monde où le peuple aura enfin la possibilité de parler. Parce que la démocratie même naît avec une discrimination. La démocratie naît telle qu'on nous la présente en Grèce antique. Vous verrez que à l'époque antique, lorsqu'on faisait la promotion de la démocratie, les femmes n'avaient pas droit à la parole. Et pourtant, les femmes sont majoritaires dans notre société. Mais elles n'avaient pas droit à la parole. Les enfants n'avaient pas droit à la parole en démocratie. La démocratie était donc une chose phallocrate. C'était une chose qui ne concernait que les hommes. Donc, quand vous comprenez ça, vous voyez que au fur et à mesure que l'histoire a évolué, il y a eu une modification de la définition de beaucoup de concepts politiques. Et en ce qui concerne le Cameroun, je rappelle toujours que le Cameroun n'a que 60 ans. Bientôt 61 ans. Et ça veut dire que l'ensemble des procédés d'évolution de la compréhension de la chose politique n'est pas encore abouti au Cameroun. On n'a pas encore fait le deuil du maquis au Cameroun, puisqu'on n'a même pas encore officiellement reconnu ceux-là qui ont été tués dans les années 50, disons jusqu'à 58, 59 au Cameroun. On n'a pas encore reconnu ces individus comme étant des martyrs. Parce que si on dit qu'ils sont des martyrs, on va ipso facto reconnaître le fait que leur combat était un combat juste. On va par réciprocité reconnaître que ceux qui ont pris le pouvoir après Ahidjo, eh bien, sont les reliques, sont en quelque sorte des transpositions de ceux-là qui ont colonisé le Cameroun. Et si cela est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour le Nigeria. Disons, c'est vrai pour les 14 pays francophones déjà d'Afrique. Et maintenant, cela est vrai pour tous les pays qui ont été colonisés. Parce que le legs j'ai toujours du mal avec ce mot-là, de l'autonomisation, voilà. C'est-à-dire
de l'indépendance des pays africains étaient avec ceux-là qui étaient jadis des colons dans ces mêmes pays. Vous voyez donc quelqu'un qui vient et qui tient son chien par une laisse. Il décide d'enlever la laisse à son chien. Mais derrière cette laisse-là, il ne faut pas oublier qu'il a laissé la corde attachée au cou. Et à tout moment, n'importe qui dans la nature peut se saisir de ce chien. Ou lui-même est toujours en proie à revenir et se saisir de ce chien. C'est comme ça que ça se passe en Afrique donc. Donc, le système qui est mis sur pied aujourd'hui, le système électoral, c'est un système qui a été conçu de toutes pièces par la France. Et la France, en faisant ce système-là, en proposant ce système, en imposant ce système aux Camerounais, veut par là être sûr de ce que ses intérêts ne vont jamais souffrir de rien. Je vous remets encore ici l'article 6 de ce code électoral. Je crois que c'est lui-là. Voilà, commençons même par le 17. On va revenir à l'article 6 plus tard. Vous voyez, cet article est on ne peut plus convaincant. Dans la mesure où vous voyez que les fonctions de président, de vice-président et de membres du conseil électoral sont incompatibles avec les fonctions ou qualités de, premier point, membres du gouvernement et assimilés. Vous avez Elecam et dans Elecam, l'ensemble, je dis la quasi-majorité, la quasi-totalité des membres d'Elecam sont du RDPC. C'est aussi simple que cela. La quasi-totalité des membres d'Elecam sont du RDPC. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que l'intérêt central, que l'intérêt qui soit mis en avant soit l'intérêt du parti au pouvoir. Ce n'est que par là qu'on garantit à l'État, effectivement, d'avoir toujours la main mise sur la politique du pays. Alors, l'article 6 que je cherche d'ailleurs et que je viens de trouver stipule ceci. L'article 6 dit, voilà, voici l'article 6. Là, vous pouvez bien le voir, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà ce que l'article 6 dit. Les membres d'élection Cameroun, c'est-à-dire de l'ECAM, ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs fonctions. Si on s'arrête seulement là, vous voyez que voici la garantie que l'État central, le gouvernement RDPC, donne à toute personne. Merci pour le like, Beth. Vous voyez que voici la garantie que l'État camerounais donne à toute personne qui veut soutenir la dictature. Dans un pays démocratique, ceci ne devrait pas être un problème. Ceci, en réalité, ne devrait pas causer de problème. Mais dans un pays où vous avez une structure qui s'appelle l'ECAM, dont la quasi-totalité des membres sont du RDPC, vous avez d'ailleurs vu à l'entame de ce direct, je vous ai montré un article commis par un média du Cameroun qui évoquait en quelque sorte les propos tenus par le président de cet organe qui faisait les louanges du président de la République. Et n'oubliez pas encore que dans le cadre du Cameroun, c'est le président de la République qui, lui, nomme le président de l'ECAM. Et pourtant, dans la partie introductrice, dans les dispositions des textes de l'ECAM, vous allez voir avec moi ce qui est marqué en préambule. Vous verrez évidemment marqué ceci. Élection Cameroun, ça veut dire ELECAM, l'article 4. ELECAM est un organisme indépendant, chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Election Cameroun exécute ses missions dans le respect des dispositions de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur. Chers amis, je vais aller avec vous montrer une contradiction directe à ce que vous venez d'entendre.
puisque Elekam doit travailler en synergie, en respectant les codes en vigueur et la constitution du Cameroun. Nous allons donc aller ensemble, hein. Constitution du Cameroun, tout à fait. On va prendre une constitution récente, la dernière, et nous allons voir ici, je vous invite à lire le tout premier. J'espère que là, vous le voyez, je vais d'ailleurs zoomer. Article 1er. La République unie du Cameroun prend, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination de République du Cameroun, blablabla. Lisez maintenant en bas. Le Cameroun est un État décentralisé. Mais ce n'est pas le point qui nous intéresse. Je veux que vous voyez un point. Je vais d'aller le trouver. Je vais peut-être le souligner et le mettre dans mon Facebook pour que vous puissiez avoir à disposition. On continue. C'est quoi, c'est l'article 6, si je ne me trompe pas. Voilà, l'article second. Le voilà, c'est lui. Regardez l'article numéro 2 que je vais vous mettre là à l'écran. Voilà. Voilà l'article numéro 2. Je vais incliner mon écran comme ça pour qu'il soit mieux visible. Là, vous voyez mieux, n'est-ce pas? L'article numéro 2 de la Constitution du Cameroun. Lisez. Numéro 1. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, qu'il exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par des voies de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. 2. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple. Par quel moyen? Par la voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect. Sauf disposition contraire de la présente Constitution. Le vote est égal et secret. Il participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Les partis de formation, ça c'est l'article 3, les partis de formation politique concourent à l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leur activité conformément à la loi. J'espère que jusque-là, vous et moi, on a compris. Pourquoi je vous lis cela? Je vous lis cela parce que ce que nous avons vu, d'Elekam tout à l'heure, entre en contradiction avec l'article 6. Pourquoi? Parce que si le pouvoir est l'apanage du peuple, comment est-ce que Elekam, lui qui n'est ni le représentant du peuple, ni le représentant des gouvernants, peut décider de dire des choses et ne pas être puni, ne pas être poursuivi pour ce qu'il a dit, juste pour le motif qu'il a dit dans le cadre de ses fonctions. Quand je le dis comme ça, vous ne comprendrez pas bien la supercherie qui est derrière. Ça veut dire qu'à toute élection présidentielle au Cameroun, comme l'élection anticipée, qui peut, parce que le refus qu'ils ont fait aujourd'hui de laisser la disposition, la proposition de modification du code électoral démontre fortement qu'il y a possibilité qu'il y ait une élection anticipée au Cameroun. Avant que nous y arrivions, vous voyez que s'il y a une élection au Cameroun, il suffit juste qu'Elekam décide de ne pas permettre à un parti d'opposition de gagner. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Ils ne pourront donc être ni poursuivis, ni inquiétés, ni réprimandés de quelque façon que ce soit. Parce qu'ils sont protégés par les dispositions d'Elekam promulguées et soutenues par le président de la République. C'est d'ailleurs le président de la République qui va nommer les membres d'Elekam. Vous voyez là qu'en 2017, je crois c'était en février 2017, il a reconduit l'ensemble des 17 personnes qui constituent Elekam. Il n'a changé que le président. Ça veut dire que l'Elekam qui est parti pour l'opposition de 2018 était un Elekam qui était conçu, préparé, pensé pour donner la victoire à Paul Biya. C'est donc pour ça qu'il est fondamental de modifier le code électoral. Et les nouvelles dispositions proposées par le collectif des représentants des partis d'opposition est donc quelque chose qui fait peur au système actuel. Parce que si on démantèle Elekam, on a tué le système camerounais. J'espère que l'on se comprend. Si on démantèle Elekam, on a tué la dictature. Pourquoi? Parce que Elekam ne pourra plus faire partie
de cette partie centrale-là du système qui permet de donner la victoire directement et de façon systématique à Paul Biya ou au RDPC. Si on part sur le postulat que au Cameroun, comme dans beaucoup de pays, le précaré français, ce qu'on appelle l'AEF ou l'AOF en Afrique, la plupart des présidents qui tombent, les dictateurs qui tombent, font toujours l'effort de laisser derrière eux soit leurs enfants, soit leurs protégés. On va aboutir à l'idée selon laquelle, pour que, effectivement, quelqu'un choisi par Paul Biya ou par son clan, ou bien par son groupe, son système, soit président, il faut que Elekam soit toujours comme il est aujourd'hui. Parce que si on modifie Elekam, les voix des Camerounais vont compter, comme vous avez vu dans l'article 6 de la disposition de la Constitution du Cameroun. Vous voyez donc que si on modifie Elekam, forcément, on ne peut plus manipuler les voix des personnes. Et dans la proposition, je vais vous donner une des propositions qui est incluse dans la proposition du professeur Moïse Kamto et de l'opposition. Dans cette proposition, tenez-vous tranquille, il y a une insistance. Ils ont insisté sur la biométrie. Ils ont insisté sur la biométrie. Alors, c'est quoi la biométrie? Je vais trouver une définition qui nous arrange nous tous. Mais déjà, ce que vous pouvez savoir, c'est que la biométrie, le système biométrique, c'est un système qui met déjà en avance, en quelque sorte, je parle en écrivant en même temps. Donc, la biométrie, en quelque sorte, c'est un système qui permet de réduire de façon significative, en quelque sorte, tout ce que vous avez de fraude électorale au Cameroun. Parce qu'une fois que quelqu'un aura voté, il ne pourra plus se représenter dans un bureau de vote et de voter. Et prendre une photo qui serviront à établir et à confirmer votre identité. Ouais, comme de nombreux autres pays, le Canada recueille des données biométriques. Là, il s'agit du Canada, mais c'est une vérité parce que la biométrie s'applique dans plusieurs pays du monde. Donc, s'il s'agit là du Canada, mais c'est vrai pour tout le monde. Si vous vous rendez au Canada et avez besoin d'un visa ou d'un permis, ou si vous faites une demande de résidence permanente, il vous faudra peut-être fournir vos données biométriques, vos empreintes digitales et une photo. Il suffit de quelques minutes pour prélever vos empreintes digitales et prendre une photo qui serviront à établir et à confirmer votre identité. Comme de nombreux autres pays, le Canada recueille des données biométriques afin de prévenir la fraude d'identité et d'empêcher les criminels d'entrer au pays. La collecte et la vérification de vos données biométriques aident les agents de l'immigration et des services frontaliers canadiens à confirmer que vous êtes bien la personne que vous affirmez être, ce qui facilite votre entrée au Canada. Si vous faites une demande Donc, je disais que vous avez suivi ce que c'est que la biométrie. Et pour tous ceux qui sont en quelque sorte actualisés, ceux qui sont au courant, ceux qui observent de près ce qui se passe dans le cercle politique du Cameroun, l'évolution politique du Cameroun, vous avez certainement remarqué que à chaque fois qu'un pays d'Afrique, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'un pays d'Afrique qui croupit sous le poids d'une dictature, ou le Cameroun en particulier, le pays dont nous parlons actuellement, à chaque fois qu'il y a une organisation électorale, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il se passe deux phénomènes stupéfiants. Le premier phénomène, c'est quoi? C'est que on trouve toujours par l'indescriptible des personnes, et c'est le cas du Cameroun en 2018, rappelez-vous à l'élection présidentielle de 2018, on a trouvé des personnes dans des bureaux de vote avec des centaines et des centaines de cartes d'identité. On a vu des personnes qui n'étaient même pas camerounaises, qui n'étaient même pas d'origine camerounaise, avec 1, 2, 4, 10 cartes d'identité. Ça veut dire que ces personnes
il y a des personnes qui partaient mettre l'empreinte de ce doigt, l'empreinte de ce doigt, l'empreinte de ce doigt, l'empreinte de ce doigt. Ils avaient des empreintes sur tous leurs doigts. Souvenez-vous, moi particulièrement, il me souvient, et ici je rends hommage au professeur Alain Foguet, qui avait arrêté la main de quelqu'un lors du scrutin électoral de 2018. Il disait que regardez ses doigts. Le gars avait l'encre là, l'encre avec lequel on met les empreintes indélébiles. Il avait ça sur tous ses 5 doigts de la main gauche. 5 doigts. 5 doigts veut dire chaque doigt était un vote. Donc un individu avait déjà voté 5 fois pour Paul Biya. Or, avec la démarche biométrique, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez vos empreintes une fois. Vous donnez votre nom, vous donnez votre prénom, votre lieu de résidence. On enregistre ces données dans un système, dans un serveur. On appelle ça un serveur central. Et maintenant, tous les bureaux de vote sont connectés à ce serveur. Ce qui fait que quand vous allez partir mettre vos empreintes quelque part, ipso facto, votre nom est déjà biffé. Parce qu'on sait que vous avez déjà voté. Et vous ne pouvez donc plus vous déplacer d'un bureau de vote pour un autre bureau de vote. Et au Cameroun, vous savez, nous-mêmes les jeunes Camerounais, les étudiants, les lycéens et tout, on connaît comment ça se passe. C'est 1500 par vote. Je le dis parce que j'ai été acteur de cette chose-là. D'une façon ou d'une autre, nous sommes des produits du système camerounais. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons décidé de nous retourner contre ce système. C'est 1500 le vote au Cameroun. Quand la période électorale arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les lycées comme le lycée Leclerc. Je me rappelle encore quand j'y étais. Ils récupèrent les élèves. Et c'est 1500 francs. Vous partez donc dans un bureau de vote à côté, vous mettez votre empreinte, vous votez Paul Biya, vous sortez du bureau, vous rentrez, on vous dit non, mon fils, viens, est-ce que tu veux encore l'argent? Tu donnes l'argent, on te donne de l'argent, tu mets ta main dans de l'alcool. Tu trempes ton doigt dans de l'alcool, l'alcool à 90 degrés, et tu frottes ta main, et l'empreinte disparaît. Du moins, elle n'est plus très visible. Et tu revas dans un autre bureau, et tu relances. Les gens, il dit, on prenait des taxis courses. Les gens prennent des taxis courses au Cameroun. Maintenant, c'est avec les motos. Ils prennent des motos courses et ils vont dans toutes les circonscriptions administratives. Et c'est comme ça qu'ils mettent les empreintes. Ils essuient avec l'alcool 90 degrés. Et il y a beaucoup qui sont en train de rire. Parce qu'ils savent que c'est la vérité. C'était les jours de pointage pour les jeunes. Les étudiants votaient jusqu'à pas d'heure. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Mais avec le système biométrique, vous voyez que ça tue le jeu. Donc le professeur Maurice Kamto et l'opposition qui veulent donc maintenant venir proposer dans la proposition qu'ils ont faite là, j'ai vu cet article là, j'ai vu cette proposition qui dit qu'ils veulent introduire la biométrie au Cameroun. Donc en voulant introduire la biométrie, ils mettent en quelque sorte du sable dans le tapioca du gouvernement. Et aucun gouvernement ne peut accepter ça. Vous voyez que voilà seulement un article dont je vous parle, une seule proposition. C'est ça qui met déjà le gouvernement mal à l'aise comme vous voyez là. Parce que si aujourd'hui, un parti politique d'opposition qui a 6 millions de personnes derrière lui, 6 millions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 millions. Il faut savoir qu'au Cameroun, ce n'est pas tous les 25, 26 millions de Camerounais qui votent. Non. Ils sont peu qui vont voter. Donc si parmi les votants, là, il y a déjà 6 millions de personnes acquises à un parti d'opposition, ça veut dire que le SDF, lui, on peut dire que le SDF a même 2 millions. L'UPC peut avoir même 2 millions aussi. Vous voyez donc en réalité, si on fait ce qu'on appelle une recherche quantitative pour trouver les qui sont pro-RDPC, les qui sont pro-SDF, les qui sont pro-PCRN, les qui sont pro-MRC, vous vous rendrez compte. Ce serait stupéfiant de voir l'écart magistral qu'il y a entre le parti au pouvoir et les partis d'opposition. Vous verrez donc que le parti au pouvoir en réalité n'est qu'un abri. Je reprends bien. Le parti au pouvoir, ce qu'on appelle le RDPC, qui n'est même pas d'ailleurs légalisé. Bon, c'est un autre débat, j'y viendrai là-dessus un autre jour. Le RDPC n'est qu'un refuge. C'est un refuge pour ceux-là qui veulent avoir de l'argent. C'est un refuge pour ceux-là qui veulent garantir certains acquis. C'est un refuge pour ceux-là
qui ont décidé de fermer leur bouche. C'est ça le RDPC. Donc le RDPC, c'est le parti de la cachette. Le RDPC, c'est le parti dans lequel on entre quand on veut conserver ses acquis. Quand on a peur que le système nous impose quelque chose. Il faut savoir qu'il y a un système de prédation qui est exercé au Cameroun. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont entrer dans le RDPC pour protéger et sauvegarder leurs acquis. Je vais prendre le cas d'un monsieur originaire de l'Ouest Cameroun qui est un très grand investisseur et un très grand homme d'affaires. Son chiffre d'affaires, effectivement, montait à plus de 5 milliards, 8 milliards. Un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Il arrive au Cameroun donc et décide dans les années 2000 de mettre une structure sur pied au Cameroun. Comment est-ce qu'il devient riche? En fait, c'est un monsieur qui vit, il a vécu longtemps en diaspora et il rencontre un homme d'affaires qui a une grande entreprise qui travaille dans la production en Europe et notamment en France. La personne lui dit, voilà, moi je suis en train de vouloir vendre mon business là, ça ne m'intéresse plus trop, je pense à me projeter ailleurs. Qu'est-ce que l'homme d'affaires camerounais décide? L'homme d'affaires camerounais dit, voilà, moi je t'achète ton business. L'homme européen, lui, sait que c'est un noir. Et il dit un noir comme ça. Vous savez comment nos pères bamilekés sont. Il est toujours habillé, dépravé. Il ne sentait pas quelqu'un qui avait l'argent. Alors, l'homme d'affaires européen lui dit, voilà, tu me donnes 2 milliards, je te donne je te vends mon marché. Il se dit qu'en disant 2 milliards, le gars noir ne pourra pas trouver d'argent. C'est une façon de le chasser, quoi. Il se dit qu'en disant ça, il va écarter l'homme d'affaires d'à côté de lui, quoi. Et l'homme d'affaires camerounais sort 2 milliards et lui dit que voilà un chèque, tu peux encaisser le chèque quand tu veux. Il ne croyait pas. C'est lorsqu'il va en banque qu'il donne le chèque et on lui dit, monsieur, asseyez-vous, voilà, vous voulez l'argent comment? Vous le voulez par virement, vous le voulez cash et tout. C'est où il se rend compte que l'homme d'affaires camerounais a effectivement acheté le business. Mais il était trop tard. Le gars avait déjà pris l'argent et il s'en est enrichi énormément avec cela. Il arrive au Cameroun et met une structure sur pied. Le gouvernement camerounais lui dit, pour que tu t'en sortes ici, il passe bien entendu par quelqu'un, par ses poches, pour lui dire, pour que tu t'en sortes ici, il faut être dans le système. Être dans le système, c'est quoi? C'est être de ceux-là qui protègent les acquis du système. Donc, il faut qu'il entre dans le RDPC pour protéger ses avoirs. Et il refuse. Il refuse. Il dit que lui, il n'est pas dans la politique, il ne veut faire que son business et basta. On lui met des pressions. C'est le fisc qui vient, c'est l'impôt, c'est les gens qu'on arrête dans son travail, c'est les blocages de route, c'est l'extorsion de ces marchandises en route, c'est la mise de ces voitures en fourrière, jusqu'à ce que le monsieur décide, dans les années 2017, 2016, non, 2006, 2007, de rejoindre le RDPC. Et une fois qu'il rejoint le RDPC, il devient tranquille. Voilà un exemple simple. Donc, on impose aux gens de rejoindre le RDPC, sinon vous êtes boycotté au pays. Donc, quand vous voyez cela, vous comprenez donc que le RDPC sait qu'il n'est pas populaire. C'est un parti de chantage. Ils savent qu'ils ne sont pas populaires. Alors, le meilleur moyen de garantir leur popularité, c'est d'imposer aux élites de devenir des membres du RDPC. C'est la cooptation par le haut. Si dans votre village, il y a un intellectuel, quelqu'un qui arrive à être un leader d'opinion, on va lui imposer de rejoindre le RDPC. S'il ne rejoint pas le RDPC, on va le casser, on va le broyer systématiquement. C'est comme ça que le RDPC fonctionne. Et c'est donc pour ça qu'à chaque élection, le RDPC est quasi sûr que les leaders d'opinion dans les différentes circonscriptions vont imposer à leur population de choisir le RDPC. Mais puisque l'élection de 2018 a révélé à la face du monde ce que c'est que la machine RDPC, ils savent désormais que si on dit aux Camerounais que le vote est secret et que personne ne va te nuire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Camerounais vont voter les partis de leur cœur. Les Camerounais vont voter pour les partis qui vont améliorer leurs conditions de vie. Mais si on accepte dans la proposition faite par les partis d'opposition qui veut qu'il y ait par exemple la biométrie dans l'élection au Cameroun, ça veut dire qu'on accepte, ça veut dire que le RDPC est en train de se suicider. N'oubliez pas que l'objectif fondamental d'un parti dictatorial,
d'un gouvernement dictatorial, c'est la conservation du pouvoir. Donc, quand vous passez les nuits à réfléchir comment je vais manger demain, qu'est-ce que je vais faire, eux, dans leur tête, c'est comment est-ce que nous allons conserver le pouvoir. Et le meilleur moyen de conserver le pouvoir, c'est de museler ceux-là qui montrent du doigt ce qu'il faut régler pour que le système ne soit plus dictatorial. Et c'est pour ça que dans des réunions comme celle que vous avez vues, vous ne pouvez pas trouver des personnes qui ont été achetées. Ceux-là qui font partie de la cooptation par le haut. Le leader du PCN, qui lui n'est plus là. Et je vous rappelle que la réunion initiale, qui était la réunion qui avait été organisée par les partis d'opposition, pour voir la mise en marche, ou bien la préparation de cette proposition qui allait mener à la modification consensuelle du code électoral, Cabral Libye était l'un des premiers. N'oubliez pas, Cabral Libye était l'un des premiers. Et à cette réunion, il n'avait pas invité le professeur Maurice Kamto. Parce que, comme je vous l'avais expliqué dans un direct, permettez-moi de me répéter, mais je crois que je suis obligé de me répéter pour que le message passe bien dans la tête des Camerounais. Lors de cette réunion-là, le professeur Maurice Kamto n'avait pas été invité. C'est par l'absolu hasard que le professeur Maurice Kamto, le soir, la veille, reçoit l'information selon laquelle demain, il se tiendra au siège d'un parti politique du Cameroun, de l'opposition, une réunion à laquelle sont invités des personnes comme Cabral Libye, aussi Joshua et d'autres cadres politiques de l'opposition au Cameroun. Il n'est pas convié à la réunion. Et le jour de la réunion, le professeur Kamto débarque la vroom, comme on dit au Cameroun. C'est une catastrophe. Vous voyez dans les images, dans les photos qui ont été rendues publiques, comment les gens sont médusés, comment ils sont catastrophés. Parce que le professeur Kamto a vu l'information, il se demandait qui parmi nous a vendu la mèche à Kamto. Et le but de ça, c'est quoi? C'est comme je vous l'avais expliqué, les partis d'opposition les partis politiques dictatoriaux font toujours l'effort d'arracher la lutte des partis politiques d'opposition. Parce que le professeur Kamto avait commencé, n'oubliez pas qu'il n'est pas parti à l'élection de décembre 2020, l'élection législative et municipale, en disant deux choses. Première chose, il fallait qu'on arrête les tueries et le génocide perpétrés du côté du nord-ouest et du sud-ouest, c'est-à-dire dans le Southern Cameroun, et qu'il fallait remettre d'abord l'appareil électoral sur le chemin, c'est-à-dire revoir le code électoral camerounais de façon consensuelle. Voilà les deux revendications du professeur Maurice Kamto. Et vous savez qu'un parti politique qui est le leader de l'opposition dans un pays, lorsqu'il ne va pas à une élection, cela suscite de l'émotion. Et comme les Camerounais ne vivent que d'émotions, eh bien l'émotion se sentait partout, sur les réseaux sociaux, sur les médias camerounais et même dans les communications banales dans les coins. Et le parti politique RDPC était donc obligé d'utiliser la méthode d'accaparation de la lutte du MRC. En s'accaparant cet objet-là, c'est-à-dire en disant qu'eux, ils vont être les interlocuteurs en mettant par exemple sur pied un comité qui allait organiser des pourparlers avec le NOZO et un autre comité qui allait maintenant, eux, en tant qu'opposition, mener de façon écrite, de façon verbalisée, cette proposition-là pour la modification consensuelle du code électoral. On écartait dans le professeur Maurice Kamto. Maintenant, on mettait Cabral Libye, aussi Joshua, comme étant les porte-étendards de la modification consensuelle du code électoral. Je vois des têtes de mort là. Attendez un peu, je vais un peu vous envoyer dans ma corbeille là. Donnez-moi une seconde. Hein. Pendant ce moment, je vous laisse avec la compagnie. Je vous laisse en compagnie de nos amis de l'opposition. Différents partis politiques, membres de la plateforme, engagés dans le processus de réforme consensuelle du code électoral. Mesdames et messieurs, excellences, chers ambassadeurs que nous avions invités, personnalités à tous vos grades, mesdames et messieurs de la presse, nous allons commencer par nous excuser au nom de la plateforme qui me donne le mandat
d'exprimer notre regret d'avoir, dans ce cadre qui n'est pas du tout indiqué, de communiquer par rapport à un travail et un rendez-vous que nous nous sommes donné depuis le 31 mars 2021. Nous avons été surpris ce matin de recevoir un document provenant du sous-préfet qui disait que nous étions en train de marcher sur les plates-bandes de l'ingérence dans les matières législatives. Voilà, je suis de retour. Que mes amis qui envoient les têtes de mort l'envoient, alors maintenant je suis prêt. Donc allons-y. Alors, donc je disais que il est fondamental pour nous de comprendre que il ne peut pas être de l'intérêt du gouvernement camerounais d'accepter la mise sur pied de quelque chose comme cela. Parce que pour eux, c'est quelque chose de nocif. C'est quelque chose de dangereux pour leur existence. Et c'est le meilleur moyen de démonter l'ensemble du système. C'est comme quand vous créez un petit château de cartes. Et que dans ce château de cartes-là, on va enlever une des cartes centrales. La conséquence est simple, c'est que toutes les cartes vont tomber. Toutes les cartes vont tomber. Donc ces individus comprennent exactement quelle est la démarche du professeur Maurice Kamto et la démarche de l'opposition. Donc le meilleur moyen pour eux, c'est d'abord d'écarter cela. Voilà. Donc ceux qui envoient les têtes de mort, j'ai vu, c'est Juliette Tounou et MHM. Des faux profils même comme ça. Je ne vous bloque pas, vous allez rester. Faites les têtes de mort. Donc, voilà en quelque sorte la première hypothèse que j'avais, qui était celle-là qui démontre que le gouvernement camerounais fait l'ensemble de ce qu'il fait, tout ce qu'il peut, mobilise toutes ses forces pour empêcher qu'il y ait une modification du code électoral, parce qu'ils veulent en quelque sorte mettre sur pied une élection au Cameroun anticipée, et ce, avec le code électoral actuel que nous avons. Pourquoi je dis qu'il y aura une élection anticipée au Cameroun? Je dis qu'il y aura une élection anticipée au Cameroun parce que le Cameroun est en train d'essuyer beaucoup de problèmes. Le Cameroun essuie beaucoup de difficultés en ce moment parce que n'oubliez pas que le Cameroun est en train d'organiser quelque chose de très intéressant. Je vais vous lire d'ailleurs la communication qu'on m'a fait parvenir ce matin à ce sujet. La Confédération africaine du football aurait émis de sérieux doutes sur la capacité du Cameroun à accueillir la CAN en janvier et pourrait décider de l'organiser dans un autre pays. On se dirige vers un scénario catastrophique pour la CAN. Alors que la compétition doit être déroulée en janvier prochain au Cameroun, le secrétaire général de la Confédération africaine de football a envoyé un courrier au ministre de l'Intérieur pour s'inquiéter des conditions d'organisation. Dans ce dernier, celui-ci menace de changer le pays accueillant la compétition. Il dit, je cite, « Je suis navré de constater que malgré les nombreuses visites, notamment celles du président et du secrétaire général de la CAF, du vice-président de la CAF et les promesses qui ont suivi, les actes n'ont pas, quant à eux, suivi. S'agissant du stade Olembe, sachez que si tout n'est pas réglé d'ici le 30 novembre 2021, le match d'ouverture aura lieu ailleurs. Des dispositions sont d'ores et déjà prises dans ce sens, mais ce serait malheureux pour le comité d'organisation, pour la CAF et surtout pour le Cameroun. En cas d'incapacité du Cameroun d'organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Qatar, le Maroc pourraient être choisis en urgence. Toutefois, même si le Cameroun estime que le stade Olembe sera prêt au moment dit. Ça, c'est une communication officielle. C'est une communication officielle de la CAF. De la CAF, de la Confédération du football africain. Vous voyez donc que voilà un autre chantier encore échoué par les autorités du Cameroun. À côté de cela, rendez-vous compte qu'il y a une élection de la FECAFOOT au Cameroun en même temps. Le Cameroun. Ouais, Seigneur. Donc,
la FECAFOOT n'est même pas encore capable de bien organiser les choses, de structurer les choses. Le ministère des Sports n'est pas capable de laisser l'autonomie à ces institutions de gérer le football. Le président de la République, entre guillemets, on ne sait pas s'il est là, a délégué bien entendu tout à sa délégation, à sa task force qu'il a conçue. Vous avez d'autre part l'élection vous avez la crise post-électorale depuis 2018 qui jusqu'à aujourd'hui est en train d'avoir des répercussions. Vous avez une guerre qui est du côté du NOZO qui n'est pas achevée. Vous avez des pourparlers ils ont organisé, je crois que c'était avant-hier, des pourparlers au Parlement pour la situation qui se passe du côté du NOZO, sans député anglophone, il faut le préciser, sans député anglophone, ce qui est un problème. On a du côté du nord du Cameroun un problème avec Boko Haram. Du côté de Kolofata, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a Bakassi qui est en train d'être récupéré par les Nigérians et c'est un membre du Biafra. Le Cameroun est tenu par la gorge. Le Cameroun est tenu par la gorge. Je ne veux même pas ici venir sur l'inflation au Cameroun. Je parle d'inflation. Je ne veux pas venir ici sur le taux d'échange au Cameroun. Le taux d'importation, le rapport importation-exportation, nul. Le chiffre d'affaires du Cameroun, c'est-à-dire le PIB du Cameroun, qui a plongé comme les plongeurs des Jeux Olympiques, là, qui a plongé. Même le Togo est aujourd'hui largement au-dessus du Cameroun en termes de revenus PIB. C'est formidable. Et au-delà de tout cela, le Cameroun sait qu'il est asphyxié parce qu'il faut absolument que l'État camerounais, l'État central, reprenne le contrôle. Voilà tout ce qu'il faut. Voilà le menu pour l'implosion d'un État. Donc le Cameroun a sur sa table tous les ingrédients d'un État, ce qu'on appelle chez les anglo-saxons, one failed state. Un État faillite. Un État qui a échoué. Donc vous avez tous les ingrédients là qui sont mis ensemble. C'est pour ça qu'il est fondamental pour le Cameroun de revoir le leadership politique du Cameroun. Mais là où ils sont tenus, et j'espère qu'ici, les activistes vont comprendre cela. Là où l'État camerounais est tenu, et je profite en disant ça pour répondre aussi à la question qui m'a été posée tout à l'heure, la question de Joe Ségué qui disait qu'est-ce que les partis d'opposition peuvent faire puisqu'on les défend de se réunir. Pour répondre à ta question, je dirais que tout ce que vous voyez se passer au Cameroun là, c'est pour une seule raison. C'est parce que le gouvernement camerounais a fait une erreur magistrale. Le gouvernement camerounais a été stupide, politiquement parlant. Donc, dans la démarche, l'entêtement que le gouvernement camerounais a fait, le gouvernement camerounais pouvait oser faire ce qu'ils ont fait à l'opposition camerounaise. Mais ils n'avaient pas le droit de provoquer le Southern Cameroun comme ils l'ont fait. C'est la plus grande erreur. Didi, c'est de not to do. Ils pouvaient tout faire sauf cela. Mais ils n'ont pas fait que cela, puisque dans la stupidité, dans leur vacuité de pensée, ils sont allés au-delà. Ils se sont mis à dos et la population du Southern Cameroun, et l'ensemble de l'opposition du Cameroun, et la diaspora camerounaise, et les investisseurs du Cameroun, et les bailleurs de fonds du Cameroun. Tous ceux que vous imaginez, qui sont dans ce qu'on appelle on appelle ça en politique, il y a un langage pour ça, on appelle ça la glolocalisation. Donc c'est un mélange entre ce qui est local et ce qui est global. Donc c'est le local quoi. Donc tout le paysage des acteurs à la fois financiers, politiques du Cameroun, aujourd'hui ont honte d'avouer publiquement qu'ils sont proches du système gouvernemental du Cameroun. Alors quel est cet état dont les amis devraient avoir honte? Donc, en se mettant l'opposition à dos, en se mettant le Southern Cameroun à dos, ils se sont mis eux-mêmes sur le banc de l'opposition. C'est maintenant eux qui sont obligés d'agir en opposant. Ils s'opposent maintenant à l'opposition de son pays. Et c'est pour ça que le système de l'opposition, mis sur pied par le professeur Maurice Kamto, est un système
qui ne souffre pas de problèmes. Bon, il y a des problèmes, bien entendu. Sur le plan de la communication, mais n'est pas. Il y a des problèmes, c'est clair. Mais fondamentalement, de façon intrinsèque, il n'y a qu'à voir la façon dont le gouvernement est en train de gémir pour comprendre que le plan national, le plan de résistance nationale est la solution idoine pour libérer le peuple camerounais. Puisqu'on est devant on est là, on est bloqué, on est face à un mur. Le gouvernement ne peut pas aider le peuple camerounais à traverser le mur. Il n'a plus les moyens, puisque le peuple camerounais ne croit plus en ses leaders. Mais ils croient tous maintenant à l'opposition camerounaise. Alors qu'est-ce que le gouvernement va faire? Il est déjà discrédité. Le gouvernement a été court-circuité. Le simple fait qu'un citoyen camerounais soit obligé de faire une vidéo, mettre en ligne pour rappeler que ceux-là qui ont dit que Paul Biya était mort, il n'est pas mort, ils vont avoir des cauchemars. Moi, je dors très bien ces temps-ci. Je dors très bien. D'autres femmes ont fait des vidéos pour dire qu'on va lui soulever. Qu'elle lui soulève, comme elles ont dit. Mais nous, on est tranquille parce que, en réalité, le gouvernement est tenu par la gorge. Le gouvernement a obligation de faire des résultats. Mais le gouvernement, eh bien, mes frères, mes sœurs, n'a pas de matériel, n'a rien sous la main pour produire des résultats. Vous comprenez maintenant? Donc, progressivement, le plan de résistance pacifique oblige au gouvernement de faire amende honorable et de dire publiquement qu'ils ont échoué. S'ils ne le disent pas avec leur bouche, leurs actions parlera à leur place. Voilà une communication officielle de la CAF qui menace le ministère de l'Intérieur du Cameroun de modifier le lieu de l'organisation de la CAN parce que les stades ne sont pas prêts. Combien d'argent on a pris à la CAF, aux institutions internationales pour organiser cette CAN? Quel est le résultat? Nul. Combien d'argent on a pris en 2017 pour organiser une CAN? On a pris combien? Est-ce que la CAN s'est bien passée? Nul. Élection et les CAM. Est-ce que c'est en train de bien se passer? Résultat, nul. Donc, vous voyez qu'à tous les secteurs, à tous les niveaux hiérarchiques de gestion de la chose gouvernementale au Cameroun, on n'a que néant, 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 néant. Covid-Gate. Les milliards détournés. La CAN, des milliards détournés. Élection présidentielle, des milliards détournés. Communication, Jean-Pierre Amougou Bellinga. Vous voyez? Népotisme, corruption à outrance. Donc, le Cameroun ne fait que, le gouvernement ne fait que s'empêtrer, s'empêtrer, s'empêtrer. Et ils sont allés tellement loin qu'aujourd'hui, ils ne sont même plus capables de faire marche arrière. Parce que le simple fait de faire semblant, de laisser fuiter une information qui voudrait nous faire croire, qui voudrait nous donner à entendre que Franck-Emmanuel Biya, serait en quelque sorte le prochain président du Cameroun, donne déjà à comprendre que l'actuel président n'est plus. C'est de la logique simple. On ne peut pas penser à un plan B quand le plan A marche. Jamais de la vie. On ne peut pas penser à un plan C quand le plan B marche. Donc si on pense à un plan B, ça veut dire que le plan A n'est pas là. Ça veut dire que le plan A a échoué. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accepter d'aller à une élection. Parce que d'aller à une élection, la question centrale du Cameroun, et vous allez un jour ou l'autre finir par nous donner raison. La question centrale au Cameroun, c'est quoi? Même si l'élection du Cameroun est programmée pour 2025, ce qui ne sera pas, je suis sûr, ce qui ne sera pas le cas, vous verrez que le RDPC et le gouvernement actuel, c'est pour ça que je dis gouvernement RDPC, ont décidé de faire l'omerta, de faire un mensonge, de cacher la vérité sur un problème d'État. La disparition d'un président est un problème d'État. Ce qui veut dire que pour qu'ils aillent à une élection, il faut présenter le leader du parti RDPC. Et s'il y a un autre leader que le leader qui est censé être le leader, on va se poser la question de savoir où est-ce que l'autre leader est. Paul Biya neveu. On va se dire, il est où?
C'est pour ça qu'ils ont du mal à accepter qu'il y ait la mise sur pied d'une élection au Cameroun. Et ils sont donc obligés de refouler les opposants qui veulent proposer des modifications dans ce sens-là. Parce que s'il y a modification, on va dire que de ce côté-là, c'est déjà préparé. Maintenant, on va revenir sur la question fondamentale de ce président. Et à l'élection venue, ils seront obligés de présenter un candidat. Mais on ne peut donc pas présenter un candidat sans expliquer où est parti l'autre candidat. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Et c'est pour ça que les amis de notre ami, le ministre des Finances, Louis Paul, décide donc de nous mettre sur pied une stratégie sur laquelle ils ont travaillé. Ils ont mûrement travaillé. Et cette stratégie consiste en quoi? C'est de court-circuiter la volonté de tout Camerounais à penser, à se projeter. On ne veut pas que vous pensiez à demain, on veut que vous pensiez à à l'instant. C'est pour ça que la violence résout des problèmes factuels, des problèmes instants. On vous dit donc que, on vous suggère l'idée d'utiliser des armes pour faire partir le système en place. Or, en utilisant les armes, vous détruisez la possibilité de faire une élection au Cameroun. Est-ce que vous comprenez la démarche? Donc, toute personne qui est derrière le système gouvernemental actuel a des raisons de vous demander d'utiliser les armes au Cameroun. Parce que c'est le seul moyen qui leur permettrait d'arracher la petite once de liberté que monsieur Lambda et madame Lambda ont au Cameroun. N'oubliez pas que toutes les modifications structurelles que les États ont connues aujourd'hui, c'est toujours sous le prétexte de la santé de la population et la sécurité de la population. Et au nom de ta santé, au nom de ta sécurité personnelle, on peut te priver de liberté. Vous avez d'ailleurs regardé une vidéo, toujours sur cette plateforme, où je vous montrais une Brenda Bia qui était obligée de sortir de sa maison pour aller dans un hôpital parce que les forces de l'ordre et les forces médicales étaient dans son appartement. On contraint quelqu'un pour la contraindre de sortir. Parce qu'on disait c'est pour son bien. Elle était donc obligée de sortir pour se rendre à l'hôpital, pour être soignée. Donc, au nom de votre liberté, au nom de votre sécurité, on va dire, parce que le Cameroun a des personnes qui ont des armes, on va donc maintenant mettre le Cameroun sur un état particulier, dans une sphère de gestion particulière, qui est celle menée par l'état martial. Et c'est donc l'armée maintenant qui va diriger les choses. Et pendant ce temps, on aura donc toute la latitude possible de repousser les élections jusqu'à ce que l'État soit, comme ils penseraient, comme ils le diront peut-être, jusqu'à ce que l'État soit gouvernable. C'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas loin. Au Congo, le Congo qui est frontalier au Cameroun. Au Congo, c'est ce qui s'est passé. Rappelez-vous les problèmes avec ce qu'on appelle le Nord Kivu aujourd'hui. Quand il y a une instabilité politique, une instabilité, ce qu'on appelle une insurrection à l'intérieur populaire, l'État a le droit d'installer une autre politique pour la sécurité et pour la liberté de ceux-là qui ne veulent pas faire la guerre. C'est pour ça que beaucoup de personnes nous proposeront la solution armée. Parce que la solution armée aide donc le gouvernement à ne pas aller à l'examen. L'examen officiel de l'État, c'est quoi? C'est l'élection, c'est le suffrage populaire. Donc ils ne veulent pas aller au suffrage parce qu'ils veulent cacher cette vérité. Et je dis encore, et je persiste là-dessus, le Cameroun est victime d'un coup d'État silencieux. C'est une réalité. Dans un pays sérieux où les hommes et les femmes ont un cerveau qui marche, un homme d'État, un homme politique, un acteur politique central, comme Messanga Nyamdim, ne peut pas dire sur un plateau de télévision que le Cameroun est géré par le secrétaire particulier du président de la République. Et ça n'inquiète personne. Il n'y a pas d'enquête là-dessus. L'armée, aucun procureur d'État ne s'est saisi du dossier, aucun journaliste ne s'est saisi du dossier, aucun député ne s'est saisi du dossier. La question de l'existence ou de la non-existence de Paul Biya au Cameroun est un tabou. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et pourtant, c'est ça la clé centrale. C'est là où se situe le débat. Si vous vous posiez les bonnes questions, est-ce que ce n'est pas son inexistence qui oblige le gouvernement camerounais à ne pas laisser qu'il y ait des discussions?
s'il y a un dialogue aujourd'hui avec la partie anglophone, avec ce qu'on appelle le Southern Cameroun, il faudrait que le président soit là. N'oubliez pas ce que nos frères du Southern Cameroun avaient dit. Ils ne veulent pas parler avec les sous-fifres de Paul Biya. Ils veulent parler avec le président de la République. Parce qu'on sait qu'on ne va pas le voir. C'est parce qu'on sait qu'on ne va pas le voir qu'on dit que non, mieux il n'y a pas de réunion. Mieux il n'y a pas de dialogue. C'est évident. Et c'est parce qu'on sait qu'il ne peut pas accepter une tripartite, comme on l'avait fait dans les années 90, c'est-à-dire le parti au pouvoir, le leader de l'opposition et la société civile. On ne peut pas le faire parce que qui est le garant du parti RDPC à l'heure où nous parlons? Il n'existe pas. C'est donc pour ça que le code, la proposition de code électoral que vous avez vu là, va être refoulée, refoulée, refoulée. Parce que c'est ça le problème. C'est là que se trouve le problème. Donc le professeur Maurice Kamto, lui, il passe par des méthodes d'induction. Il a compris le problème central en haut, mais parce qu'il sait que s'il vient commencer à tenir des discours sur la non-existence de Biya, il avait déjà fait. Il a vu que ça n'a pas marché comme il voulait. Rappelez-vous, en 2020, quand il a tenu un discours, c'était en mars 2020. C'était en mars 2020. Il a tenu un discours. Discours dans lequel il disait que le Cameroun est un bateau, est un navire qui n'a pas de capitaine. Il demandait où est le capitaine de ce bateau. Et vous avez vu que les membres du MRC, les communicateurs du MRC, ont relayé ce questionnement. Ils me souviennent encore moi-même que sur Equinox TV, j'ai à maintes reprises écouté l'avocat, par exemple, un avocat, j'oublie son nom, là, Roland Djeou, voilà, Roland Djeou, qui questionnait l'existence du capitaine du bateau Cameroun. Donc, vous voyez que progressivement, à chaque fois qu'ils posent les questions, les journalistes sont toujours tentés de trouver des superfuges pour éviter de débattre là-dessus, pour éviter de questionner ce fait-là. Il faut savoir que on dit qu'il y a l'intuition féminine, il y a aussi l'intuition journalistique. Il y a ce sens-là qui vous amène, quand vous avez des informations, à vous questionner, à dire, mais pourquoi c'est comme ça? Et tous ceux-là qui sont au Cameroun aujourd'hui, qui sont dans le secteur de l'information, se posent cette question. Mais personne n'ose la dire publiquement. Donc le professeur Kamto passe maintenant en renforçant la démarche de la résistance pacifique, parce qu'il sait qu'en résistant, on peut mentir à un peuple plusieurs jours. On peut mentir à un peuple longtemps, mais on ne peut pas le mentir. On ne peut pas mentir à un peuple tout le temps. Donc le mensonge est en train de sortir. Et progressivement, on commence à avoir des éléments qui nous reconfortent dans notre position. Et c'est visible. Donc parce que certains savent qu'il n'est pas là, quand tu es de l'opposition, tu commences à jacasser, on te donne un peu d'argent, on te ferme la bouche, tu es tranquille, tu viens manger. Quand il y a des décisions importantes à prendre, tu disparais. Comme notre ami. Voilà. Salut Stevie, qu'ils permettent qu'il présente officiellement aux Camerounais le nouveau président puisqu'ils n'ont rien à craindre, puisque les dormeurs dormiront. Non, ils ne peuvent pas le faire. Il faut savoir qu'ils ont aussi à côté de la communauté internationale. Ils ont à côté de la communauté internationale. Il s'agit là d'un crime contre l'État. Et c'est punissable par la loi camerounaise. C'est un crime d'État. Ça se punit par la loi camerounaise. C'est connu. Donc, si on commence à démanteler cela, on va se rendre compte que les gestionnaires du Cameroun aujourd'hui ne sont pas ceux-là qui ont été votés, ceux-là qui ont été élus par le peuple camerounais. Si tant est le cas. Il ne s'agit donc pas du président Paul Biya. Ngongo n'a pas un poste électif. Atangandji n'a pas un poste électif. Motazé n'a pas un poste électif. C'est pour ça qu'ils ne sont pas l'expression du suffrage des Camerounais. Ils sont donc des usurpateurs. Ils ne peuvent donc pas s'arroger aujourd'hui le monopole de la gestion du Cameroun. Je vous ai montré l'article 17 de notre constitution qui était extrêmement clair là-dessus, qui disait clairement dans quelle disposition le Cameroun peut être géré. Pour ceux qui veulent encore aller chercher, allez lire l'article 5 de notre constitution, vous verrez. C'est encore clairement martelé. Qui a le pouvoir du peuple au Cameroun?
L'article 4 est encore plus précis quand il dit exactement que c'est le peuple qui détient le pouvoir d'un pays. Donc à ce niveau-là, ces gens n'ont pas été choisis par le peuple, ils sont des imposteurs. Ils ont pris le Cameroun en otage. Et c'est pour ça qu'ils vont tout faire parce qu'ils ne connaissent pas la politique. Ils ont été choisis par leurs frères du village, je le dis. Ils ont été choisis parce qu'ils étaient les frères de tel, ils étaient du camp de telle personne, ils étaient du groupe de telle personne. Ils se découvrent aujourd'hui dans des fonctions qui sont au sommet de l'État. Et ils ne savent pas comment gérer. Ils sont donc obligés de cristalliser, de crisper, de bloquer, de mettre le Cameroun dans une forme de statu quo pour empêcher que tout avance. Parce que si ça avance, eh bien on va se rendre compte de la supercherie. Le Cameroun est en pause. C'est de ça qu'il est question. Chers amis, voilà, j'ai fait une longue communication aujourd'hui. J'espère que vous aurez, il est exactement minuit, j'espère que vous aurez eu des éléments suffisamment pertinents pour comprendre pourquoi est-ce que, à mon sens, c'est mon point de vue, pourquoi est-ce qu'à mon sens, le gouvernement ne peut que refuser des manifestations telles que celles qui devaient avoir lieu aujourd'hui pour la proposition d'un code électoral consensuel. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Le numéro de téléphone apparaît là au bas de l'écran. Pour ceux qui veulent appeler pour une contribution, vous avez donc maintenant l'occasion de le faire. Je vais d'ailleurs ouvrir mon WhatsApp. Donc vous pouvez appeler maintenant pour donner vos contributions. Elles seront les bienvenues. Voilà. Pour ceux qui ont des questions pratiques par rapport à ce que j'ai dit, vous pouvez poser des questions. Je m'appliquerai à répondre si je peux. Sinon, voilà, on va essayer de trouver la réponse dans une autre édition. Stevie, ils savent que la fin frappe à la porte. Et la pression américaine dans le NOZO pour la création d'un État anglophone la met en mal depuis quelques jours. Voilà. Je mets le commentaire ici pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Donc, voilà. Donc, s'il y a des contributions, il faut contribuer en appelant. Il faut contribuer en appelant. S'il n'y a pas de contribution, on va se dire rendez-vous une autre fois. Généralement, le mercredi, je reçois toujours des personnes, mais cette fois-ci, c'est un peu compliqué. Mon emploi de temps ne me lâche pas. Ça ne me donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Je suis donc obligé parfois, de temps à autre, d'anticiper en passant par d'autres créneaux pour communiquer sur Facebook. Merci, Kamala la Panthère, pour le message. Je vais attendre quelques minutes pour voir s'il y a des réactions. Comme aujourd'hui, on ne parle pas du Congo, ça, les Camerounais n'ont rien à dire, c'est pas grave. Donc, je vous souhaite de toute façon une très bonne soirée. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont anciens, voilà, je compte sur vous pour partager. Je vais renvoyer l'intégralité de cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui me suivent généralement sur YouTube peuvent avoir l'intégralité de la vidéo là-bas. Pour ceux qui ne savent pas comment ma page YouTube s'appelle, c'est le même nom, comme sur le logo là en bas. Vous voyez le logo ici en bas là, ouais. Donc, Stevie Online TV, c'est le même nom sur YouTube. Vous y allez, il y a beaucoup de vidéos que je fais là-bas aussi, mais ce sont des vidéos qui sont plus des vidéos scientifiques. Donc, pour ceux qui s'y intéressent, allez-y. La prochaine vidéo que je vais faire, effectivement, je ne sais pas si demain j'aurai suffisamment de temps pour cela, dans ma chronique du matin. Donc, je fais une chronique une fois par semaine sur un ouvrage qui m'intéresse. Et la chronique que je vais faire sera celle sur l'ouvrage du professeur Maurice Kamto. Dans cet ouvrage ici, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est extrêmement intéressant et j'aimerais lire un extrait de cet ouvrage-là avec vous pour qu'on en parle et qu'on voit un peu ce qu'il y a, ce que ça nous donne à comprendre, ce que ça nous donne à apprendre. Très bonne soirée à vous, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous donc demain si le temps nous le permet. Voilà.